Bonjour, je me présente, Van Linden David. Donc vous êtes un jeune auteur, François-Henri Desérables. Vous avez publié principalement 2 livres. Tu montreras ma tête au peuple en 2013 et Variste en 2015. Donc vous avez gagné plusieurs prix, le prix des lecteurs, l'Express BFM TV. Vous êtes un hockeyeur professionnel. J'étais, ouais. Vous étiez? Ouais. Vous n'êtes plus? Depuis peu. Ouais. Et vous avez participé à plusieurs émissions en littérature. Donc vous avez gagné plusieurs prix, celui que je vous ai cité tout à l'heure. Bien. Et vous avez accepté de venir vous présenter devant plusieurs élèves du lycée du Vimeux à Friville, dans le cadre de la littérature et société. Je vous remercie. Merci à vous de m'accueillir. Je vais vous laisser avec ma collègue, mademoiselle Carulea, qui va vous poser diverses questions sur votre carrière, sur votre vie. D'accord, ça marche. Bonjour, enchantée. Donc, avant de parler de votre œuvre, nous aimerions que vous parliez de votre vie et de vos passions. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain? Désolé. On fait une pause. Notre super sono. Encore. Attends, ouais. Je coupe. Marc. Donc, avant de parler de votre œuvre, nous aimerions que vous parliez de votre vie et de vos passions. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain et qui sont les auteurs qui vous ont inspiré à écrire? Alors, ce qui m'a poussé à devenir écrivain, je n'étais pas un grand lecteur lorsque j'avais votre âge. Je lisais assez peu au lycée. Et à 18 ans, ne sachant pas ce que je voulais faire, si ce n'est que je voulais jouer au hockey, j'ai décidé de m'inscrire en fac de droit à Amiens, pour la simple raison que la fac de droit était juste à côté de la patinoire. Donc ça me permettait d'en sortir aussi souvent que possible et très rapidement pour aller m'entraîner, pour aller jouer au hockey. Et puis je me suis mis à lire de manière très assidue, donc à cet âge-là, vers 18 ans. Et tout de suite, enfin en tout cas très rapidement, j'ai commencé à écrire. Alors j'ai écrit un très gros roman qui m'a pris 4 ans. C'était une histoire d'amour entre 2 personnes qui venaient de milieux sociaux très différents, entre 2 jeunes gens qui venaient de milieux sociaux très différents. Et cette histoire, qui faisait 600 pages, je l'ai envoyée à une vingtaine de maisons d'édition. J'en attendais 20 fois la gloire et 20 fois la fortune, et j'ai eu 20 lettres de refus. Et alors à l'époque, j'en avais conçu une certaine amertume. Et aujourd'hui, je me réjouis que les éditeurs aient refusé de publier ce manuscrit qui était loin d'être abouti. Et puis bon, j'ai continué mes études de droit, tout en continuant à écrire et surtout en jouant au hockey. Et lorsque je suis entré en thèse de droit, donc à 23 ans, j'ai commencé à écrire ce livre, Tu montreras ma tête au peuple, qui m'a pris un peu plus d'1 an et demi, et que j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition, à 4 maisons, dont les éditions Gallimard, et il a été accepté. Voilà quelle a été la genèse de cette publication. Et la deuxième question, donc, quels sont les écrivains qui m'ont influencé? Alors il y en a plusieurs. Parmi ceux qui sont, on va commencer par les morts, ce ne sont pas des écrivains morts puisqu'on continue à les lire, mais en tout cas leur personne physique a disparu. J'ai été très influencé peut-être par certains auteurs du 19e siècle. Je pense à Chateaubriand, à Hugo, à Alexandre Dumas. Au XXe siècle, je dirais plutôt Albert Cohen. La lecture de Belle du Seigneur à 18 ans m'a donné envie d'écrire. Et puis, alors il y en a des tas d'autres, mais je ne peux pas tous les citer. Et parmi les écrivains vivants, parmi en tout cas mes contemporains, ceux qui ont que j'ai le plus lu, c'est Pierre Michon, Éric Chevillard, Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, Emmanuel Carrère, Patrick Modiano,
Là encore, je pourrais en citer pas mal, mais ceux-là font partie oui, des phares en quelque sorte. Ce sont ceux qui m'éclairent un peu lorsque j'écris. J'ai bien répondu ? Oui. Nous savons que vous êtes un grand joueur et fan de hockey sur glace. Quels sont pour vous les liens entre l'écriture et le hockey ? Que choisiriez-vous si on vous le demandait ? Alors, je vais un petit peu modifier ta question. Je n'étais pas un grand joueur de hockey. J'étais joueur de hockey. J'ai rêvé d'être un grand joueur de hockey. Je n'ai pas réussi à le devenir. Et oui, j'aurais adoré être un très grand joueur de hockey. Vraiment, c'était le rêve qui m'a bercé pendant toute mon enfance et ma jeunesse. Est-ce qu'il y a un lien entre le hockey et la littérature ? Je ne crois pas. Je pense en revanche que la pratique du hockey sur glace quotidienne, en tout cas quand j'en faisais encore à haut niveau, me permettait en quelque sorte de libérer une sorte de violence qui reste tapie, qui reste à l'état latent lorsque je suis en train d'écrire. Et oui, c'était en quelque sorte, on peut dire que c'était peut-être bénéfique pour mon écriture lorsque j'avais passé plusieurs heures dans la matinée à écrire ou à lire. Car en fait, je n'écris pas tant que ça. Je n'écris pas beaucoup, je passe surtout mes journées à lire. Ça me faisait du bien de pouvoir me retrouver le soir à la patinoire avec mes coéquipiers sur la glace et à mettre des coups à des gens. Voilà. Êtes-vous aujourd'hui un écrivain à part entière ? Pouvez-vous vivre de vos œuvres ? Alors, ça c'est une question qui est intéressante puisqu'il n'y a pas de corrélation entre le succès d'un livre et sa qualité. C'est-à-dire qu'il y a des très bons livres qui se vendent très mal, il y a des très mauvais livres qui se vendent très bien, il y a aussi heureusement des très bons livres qui se vendent très bien. Donc il n'y a pas de corrélation entre la valeur d'un auteur et puis ses droits d'auteur. Donc c'est assez difficile, assez difficile. Disons que assez peu d'écrivains vivent exclusivement de la littérature, vivent exclusivement de leurs droits d'auteur. Moi, lorsque j'ai publié Tu montreras ma tête au peuple, j'ai essayé de faire ce pari-là pour une seule raison, c'est que les écrivains que j'admire le plus, parmi lesquels ceux que j'ai pu citer tout à l'heure, ne s'adonnent qu'à une seule et même chose, c'est-à-dire écrire. Et donc, je n'ai pas voulu avoir de filet de sécurité en ayant, en quelque sorte, un travail alimentaire. Donc j'ai la chance de pouvoir vivre aujourd'hui de mes livres. Tu montreras ma tête au peuple a eu plusieurs prix littéraires qui m'ont permis d'écrire Évariste. Et puis Évariste c'est bien vendu et me permet aujourd'hui d'écrire mon prochain livre. Mais jamais vous ne m'entendrez m'enorgueillir en tout cas du succès d'un livre, parce que ça ne veut absolument pas dire, ni le battage médiatique, ni les ventes ne veulent dire qu'il est bon ou pas. Voilà. Vous avez sorti votre premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, chez Folio en 2013, et le second, Évariste, chez Gallimard en 2015. Que s'est-il passé pour vous durant ce laps de temps ? Avez-vous préparé l'écriture d'autres ouvrages du même genre que les précédents ou d'un autre registre ? Alors, Tu montreras ma tête au peuple est sorti chez Gallimard en 2013 et après chez Folio. Folio, c'est un peu comme un film, il sort d'abord sur les écrans de cinéma, après il sort en DVD. Donc il a été, Tu montreras ma tête au peuple a été publié en grand format dans la collection blanche de Gallimard, et puis il a été repris en 2014 en folio, donc en format de poche. Et après, il y a eu Évariste. Qu'est-ce que j'ai fait donc, entre Tu montreras Évariste ou entre Évariste et maintenant Entre Tu montreras ma tête au peuple et Évariste. Eh ben, j'ai écrit Évariste. j'ai rendu le manuscrit de Tu montreras ma tête au peuple en mai 2012 et il a été publié en avril 2013. Je laisse souvent au moins un an s'écouler entre la remise du manuscrit, entre la période à laquelle je termine l'écriture et puis la publication du livre. Et donc, bien avant la parution de Tu montreras ma tête au peuple, j'avais déjà commencé à écrire Évariste. Et puis, quand j'ai
Évariste a été terminé bien avant, bien avant, au moins un an avant sa publication, donc avant la publication d'Évariste, le 2 janvier 2015, j'étais déjà dans un autre livre, celui que je suis toujours en train d'écrire aujourd'hui, puisque c'est un projet un peu plus long. Vous avez participé aux émissions télévisées telles que On n'est pas couché en 2013 et La Grande Librairie en 2015. En visionnant une partie de l'émission de Laurent Ruquier, j'ai pu remarquer les critiques virulentes d'Émeric Caron. Cela vous a-t-il affecté ou aidé à progresser? Disons que les critiques qui peuvent, qu'elles soient positives ou négatives, qui peuvent soit me faire plaisir, soit m'affecter, viennent de critiques littéraires. Émeric Caron, sa profession n'est pas... il n'était pas critique littéraire, donc non, ça m'est passé un peu au-dessus. Ça m'importe assez peu. Je n'ai pas changé ma manière d'écrire suite à cette émission. Mais la presse avait été plutôt bienveillante, et puis bon, il y a eu cette critique d'Émeric Caron. Voilà, c'est le jeu. On sait très bien lorsque on va sur un plateau télévisé tel que celui de Laurent Ruquier, il va forcément y avoir quelqu'un qui va être en désaccord avec vous. C'est le jeu. Et il y a eu des passages bien plus violents que le mien dans On n'est pas couché. Quelles sont vos sources pour l'écriture de vos romans historiques? Alors, roman historique, moi, c'est un terme que je n'aime pas trop. On a une certaine tendance à... La plupart des romans historiques sont des romans qui sont assez mal écrits en général. Moi, je ne prétends pas, je ne suis pas historien, en tout cas, je n'ai aucun titre universitaire qui pourrait me conférer le droit de me présenter comme tel. Je n'ai pas cette légitimité-là. Je pratique l'histoire comme tout un chacun, c'est-à-dire que en amateur, en autodidacte, parfois en dilettante. Donc oui, qu'est-ce qu'un roman historique? C'est un roman dont l'auteur n'a pas connu l'époque. Si moi j'écris sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est un roman historique. Si Jean d'Ormesson, qui lui est né en 1925, écrit sur la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est plus un roman historique, puisqu'il a connu cette époque-là. Donc c'est très difficile déjà de définir ce qu'est un roman historique. Et puis la deuxième chose que je voulais dire sur ce sujet, oui, vous me posiez des questions sur mes sources. Mes sources sont avant tout littéraires, c'est-à-dire que je passe 95% de ce que je lis, c'est de la littérature. Après, évidemment, pour écrire sur une période telle que la Révolution française, ou pour écrire sur les Trois Glorieuses, j'ai dû me documenter, beaucoup plus pour la Révolution française, parce qu'il y a une historiographie qui est beaucoup plus abondante. Il a fallu lire beaucoup de travaux sur la Révolution, il a fallu lire beaucoup de biographies, puisqu'il y a de nombreux personnages dont je brosse les portraits. Pour Évariste, ça a été un petit peu plus simple, parce qu'une fois qu'on a lu une dizaine de livres sur la Restauration, les Trois Glorieuses et la monarchie de Juillet, on connaît quand même à peu près la période. La Révolution française, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une période qui a donné beaucoup plus d'écrits. Et enfin, quelles sont vos occupations en ce moment? Lire, écrire et passer devant les caméras comme ça. Voilà mes deux occupations, mes deux occupations principales, ouais, lire, écrire et puis voyager de temps en temps. C'est tout. Ça se résume à ça. Mais... Bon, merci d'avoir répondu à mes questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lise qui va vous poser ces questions sur vos œuvres. Merci. Bonjour Lise. Pour ma part, je vais vous poser des questions plus littéraires. En lisant votre recueil de nouvelles et votre roman, je découvrais que vous êtes tous les deux liés à l'histoire de France. Pouvez-vous me dire ce qui justifie cet intérêt pour l'histoire de France, mais c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, je ne suis pas historien.
Bon, la Révolution française, la période me fascinait. En revanche, pour ce qui est de la période pendant laquelle a vécu Évariste, c'est-à-dire entre 1811 et 1832, c'est une période que je connaissais assez mal. Les Trois Glorieuses, comme la plupart des gens, je ne connaissais qu'à travers le tableau de Delacroix, La liberté vue dans le peuple. Donc j'ai dû me documenter assez abondamment, mais il n'y avait pas en tout cas un intérêt préexistant à l'écriture du livre. J'ai commencé à m'y intéresser de manière concomitante à l'écriture du livre. Mais si Évariste avait vécu dans les années 70, j'aurais quand même écrit sur lui. Ce qui me fascinait, c'était avant tout la vie d'Évariste, plutôt que la période pendant laquelle il a vécu. Mais cela étant dit, j'ai découvert, oui, une période assez méconnue et qui gagnerait à l'être, puisqu'elle est, au même titre que la Révolution française, fondatrice de la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc ce sont oui, deux périodes assez différentes, mais qui se complètent et qui continuent à avoir des incidences, notamment sur nos institutions politiques. Avez-vous une préférence pour un des personnages dont vous avez raconté les dernières heures dans Tu montres un autre côté? J'ai beaucoup d'empathie, de sympathie aussi pour Danton, qui n'était pas un ange, loin de là, mais qui était fort en gueule, qui était jouisseur, qui aimait la vie, qui aimait les femmes, et qui était fidèle en amitié aussi, contrairement à Robespierre. J'aime beaucoup les Girondins. J'ai assez de sympathie pour Charlotte Corday, même si c'était un assassin. Je trouve que le geste d'Adam Lux, qui décide de mourir comme Charlotte Corday après être tombé amoureux d'elle, est très romanesque. Je trouve la mort de Lavoisier d'une élégance assez rare. Donc ce qui regroupe peut-être tous les portraits que j'ai pu brosser, c'est l'empathie et la sympathie que j'avais pour ces personnages. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si lorsque j'ai remis le manuscrit aux éditions de Gallimard, il manquait le récit sur Robespierre. Robespierre, j'ai beaucoup plus de mal avec lui. J'avais beaucoup de mal à cerner le personnage, les écrits, tout ce qui a été écrit sur lui, c'est soit très hagiographique, soit des portraits à charge. C'est très difficile d'être objectif lorsqu'on parle de Robespierre, lorsqu'on l'étudie, et je n'arrivais vraiment pas à le cerner, et ça n'est qu'à travers le biais de ce personnage, non pas mineur, mais qu'on ne connaît aujourd'hui que parce qu'il a tiré sur Robespierre, donc ce gendarme, parce qu'il aurait tiré sur Robespierre, car on n'en est pas sûr. Ce n'est qu'à travers ce personnage, qui était le gendarme Méda, qui s'appelait Merda, mais qui a fait changer son nom de famille, que j'ai pu aborder Robespierre. Je me disais qu'il était dommage de parler de la Révolution française sans évoquer Robespierre. Mais sinon, j'ai de la sympathie pour tous. Mais si aujourd'hui je ne pouvais en rencontrer qu'un seul, je dirais Danton. Avez-vous prévu d'écrire d'autres œuvres sur cette période ou sur une autre période historique? Sur une autre période historique, oui. Mon prochain livre est une enquête sur un personnage de La Promesse de l'Aube qui s'appelle Monsieur Piechiellini et qui a vécu jusque dans les années 40. Donc vous voyez, peu à peu, je progresse dans l'histoire. Je commence dans les années vers 1790. Et puis après, avec Évariste, ça s'arrête en 1832. Là, ça va se terminer à peu près dans les années 40. Jusqu'au jour où je pourrais légitimement placer le mot téléphone portable dans un de mes livres. Et puis peut-être que j'écrirai un livre futuriste un jour. Vous sentez-vous plus proche des royalistes ou des révolutionnaires? Des révolutionnaires, oui. Oui, de très loin même. Tu montres un Matatopop n'est pas un livre anti-révolutionnaire, c'est un livre qui exalte l'idéal révolutionnaire mais qui condamne peut-être la terreur. La grande question étant, est-ce que la révolution aurait pu triompher sans la terreur? Je ne suis pas historien, donc je me réserverai, je garderai mes réponses pour moi. Est-ce que vos nouvelles sont le fruit d'une recherche historique approfondie? Surtout dont tu montres un Matatopop, oui, il y a une
biographies très abondantes. J'ai beaucoup lu sur la Révolution et puis des biographies aussi pour essayer de brosser ces portraits de ces hommes et femmes qui ont connu le léger souffle d'air frais, le rasoir national. Mais comment dire, en fait, je ne voulais pas qu'on puisse saluer les qualités littéraires de l'ouvrage et me dire que ça n'était pas fondé historiquement. Donc j'accordais une très grande importance à l'histoire et puis à la véracité des faits que j'ai pu relater. Nous avons parlé de votre premier rêve, Tu montreras ma tête au peuple. J'aimerais maintenant vous parler de votre roman biographique Évariste, qui parle d'un jeune homme tué en duel à 20 ans. Tout d'abord, ce qui a suscité une question en moi, la lecture de votre œuvre, et pourquoi Évariste? Parce que la Révolution, la deuxième, regorgeait d'autres personnages plus ou moins connus que ce jeune homme. Oui, alors justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire sur Évariste, parce qu'il n'est pas très connu du grand public. Il est très connu de la communauté scientifique. Il est étudié dans toutes les classes lorsqu'on fait des mathématiques, après le bac, en tout cas, on étudie la théorie des groupes d'Évariste Galois. Donc il est très connu de la communauté scientifique, du milieu mathématique, mais assez peu, étonnamment, du grand public. Et il m'importait en quelque sorte de pouvoir le sortir de la fosse commune dans laquelle on a jeté son corps en 1832. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est qu'il a eu une vie très romanesque, très riche, dans le peu de temps qui lui a été imparti sur cette terre. Il a vécu 20 ans, il a révolutionné les mathématiques, il est tombé amoureux, il a rencontré des gens comme Gérard de Nerval, comme Alexandre Dumas, comme Raspail, des gens qui sont beaucoup plus connus que lui. Il a fait de la prison, et puis il est mort en duel. Et la troisième raison, c'est que on savait assez peu de on connaît assez peu de choses sur sa vie. Tout est très flou, il y a beaucoup de mystères qui demeurent et il y a beaucoup de trous dans sa biographie qu'il m'importait de pouvoir essayer de combler en quelque sorte. Je voulais pouvoir non pas faire seulement un travail de biographe, parce que ce n'est pas une biographie, il n'y a pas de notes de bas de page, mais pouvoir romancer sa vie là où je pouvais la romancer, pour essayer de combler ses trous, de fantasmer son histoire là où elle pouvait être fantasmée, de me lâcher un peu en quelque sorte. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé dans la vie d'Évariste Galois. Et où avez-vous puisé toutes ces informations sur ce personnage? Sur Évariste, c'était assez simple, puisqu'il y a assez peu de choses qui ont été écrites sur lui. Il y a eu quelques biographies, soit très factuelles. La première biographie, notamment, qui était écrite sur Évariste Galois, date de 1910, je crois. On la doit à Paul, un homme qui s'appelle Paul Dupuis, qui était le surveillant chef de l'école normale supérieure, si ma mémoire est bonne. Et puis il y a eu d'autres biographies aussi, mais parfois qui ont pris beaucoup de liberté avec l'histoire d'Évariste. Donc soit des choses très factuelles, soit des choses qui prenaient énormément de liberté, notamment un gros livre de Léopold Hinfeld, qui était l'assistant d'Einstein, et qui a écrit un livre sur Évariste Galois, qui donne beaucoup de crédit à la théorie du complot. Donc voilà, moi j'ai essayé de trouver un juste milieu, et puis encore une fois, ce livre, j'aurais pu l'appeler Mon Évariste en fait. C'est l'histoire d'Évariste, mais relatée de manière subjective, telle que je la pense, telle que je l'imagine, telle que je la rêve. Et ce qui m'importe le plus dans un livre, au final, ce n'est pas le fond, en tout cas, pas de manière... ce n'est pas le fond qui m'importe le plus, c'est la forme, c'est la façon dont l'histoire est racontée, c'est le style, c'est le rythme de la phrase. Je préfère un écrivain qui me raconte merveilleusement une journée passée à ne rien faire, plutôt qu'un écrivain qui me raconterait avec un style assez plat, avec un vocabulaire assez pauvre, une histoire dans laquelle il y aurait des tas de rebondissements, plein de péripéties, des personnages hauts en couleur. Non, ça m'importe assez peu. D'accord. Pour ma part, j'ai trouvé la scène du discours de Robespierre agenouillé dans la boue devant le carrosse du jeune Louis XVI plutôt intéressante et touchante. Est-ce un fait réel ou est-ce
inventé? Non, c'est pas inventé, c'est une scène qui a vraiment réellement eu lieu en 1876. Robespierre est un des plus brillants élèves du lycée de Louis-le-Grand, dans lequel Évariste étudiera 40 ans plus tard. Il collectionne les premiers prix en français, en latin, en grec, et on le choisit, on le désigne pour dire le compliment au roi, puisque Louis XVI vient d'accéder au trône, et Louis XVI a quelques années de plus que Robespierre, mais il n'est pas beaucoup plus âgé. Et Robespierre est agenouillé comme ça dans la boue, parce que ce jour-là il pleut à verse, donc son tricorne ruisselle, ses habits sont maculés de boue, ses camarades se moquent un peu de lui, et Louis XVI est dans le carrosse et il ne daigne même pas passer la tête à travers le carrosse, pendant que Robespierre récite le compliment en latin et en vers. Et j'imagine que ce jour-là, il a pu en concevoir une certaine amertume, il a pu se dire que quelque chose n'allait pas, et c'est quelque chose sur lequel Évariste, lui, était capable de poser un nom, la République. Robespierre, lui, n'était pas en mesure de se dire quel changement il pouvait apporter, mais je pense que ce jour-là, l'idée d'une, si ce n'est de la révolution, d'un changement a peut-être effleuré son esprit. Et cette scène, on la retrouve d'ailleurs dans un film qui s'appelle La Révolution française, qui existe, qui est en 2 parties, et c'est la scène qui ouvre ce film. Et je pense que le scénariste aurait presque mérité un César pour cette scène, puisqu'il a tout à fait compris la genèse de la Révolution. C'est-à-dire que la Révolution, à quoi elle est due? À 2 choses, selon moi, à la faim, puisque le peuple a commencé à se révolter aussi parce qu'il avait faim, parce qu'il n'y avait plus de pain, parce que les récoltes en 1789 étaient mauvaises, et puis aussi à l'humiliation que pouvaient ressentir ces jeunes hommes issus du peuple qui pouvaient être issus de ce qu'on appelle le tiers-état, et qui, pour brillants qu'ils étaient, savaient qu'ils n'auraient jamais les mêmes privilèges que le clergé ou la noblesse, sans même parler de la monarchie. Voilà. L'inégalité, non pas seulement de fait, mais de droit de l'Ancien Régime. Est-ce que selon vous, Évariste a bien fait de se rendre à ce duel fatidique, ou aurait-il dû perdre son honneur et continuer ses prouesses mathématiques? Alors la question aussi, c'est est-ce qu'il n'avait pas tout donné dans le peu de temps qui lui a été imparti? Est-ce qu'il aurait fait d'autres découvertes? Est-ce qu'il n'a pas donné le maximum de lui-même lors de sa dernière nuit? Et puis est-ce qu'il serait rentré dans la légende s'il était mort de sa belle mort à 80 ans, ou un peu plus tôt? Je pense que Évariste était quelqu'un de très exalté, et s'il n'était pas mort en duel à l'âge de 20 ans, en mai 1832, je crois qu'il serait mort un peu plus tard, dans des barricades, lors d'affrontements entre les républicains et les troupes de Louis-Philippe. Je crois qu'Évariste n'aurait pas fait long feu. Donc, alors, disons que pour sa légende, c'est pas une mauvaise idée d'être mort à 20 ans comme ça en duel, après avoir passé sa dernière nuit dans une sorte d'exaltation quasi mystique, à corriger son mémoire et à écrire quelques pages, puis à écrire une dernière lettre qui est son testament mathématique, et qui a révolutionné l'algèbre, qui est en quelque sorte le 14 juillet de l'algèbre, l'événement fondateur à partir duquel l'algèbre moderne a pu se développer, qui est en quelque sorte un détroit qu'il aurait creusé, qui aurait permis la découverte de nouveaux continents. Donc je ne sais pas, de toute façon on ne peut pas refaire l'histoire. Évariste est mort comme ça à 20 ans en duel. Est-ce qu'il a bien fait d'y aller ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, j'aimerais vous parler de votre écriture. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important entre l'histoire et son écriture? Vous voulez dire l'histoire, la trame narrative? Voilà. Pour moi, c'est l'écriture, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peu m'importe les péripéties. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une phrase de Flaubert que j'aime bien. Il écrit dans sa correspondance je rêve d'écrire un livre sur rien qui se tiendrait par la seule force interne de son style.
Et c'est vrai que tout écrivain rêve d'écrire un livre qui se tiendrait par la seule force interne de son style, c'est-à-dire qui ne raconterait pas grand-chose, mais qui le raconterait dans une telle langue, une langue d'une telle beauté, qu'on pourrait y goûter avec délectation. Mais il y a des écrivains comme ça, des écrivains que j'ai cités tout à l'heure et que j'admire énormément. Quelqu'un comme Éric Cheliard, par exemple, tout se tient sur son style. Il n'y a absolument pas de... Il a fait un livre sur un type qui commente qui est en terrasse d'un café et qui commande une truite aux amandes, je crois, et on ne vient pas lui servir sa truite aux amandes, mais Éric Cheliard arrive avec des digressions comme ça à tenir sur 250 pages hilarantes. Parce que dans votre livre, tu montrais Ma tête au peuple, j'ai remarqué que chaque nouvelle avait un style d'écriture plutôt différent. Alors, je ne sais pas s'il y a un style d'écriture différent, en tout cas, il y a une écriture qui est peut-être un peu plus académique que dans Évariste, puisque j'ai dû restituer un langage de l'époque. Les narrateurs sont des narrateurs de 1793-1794. Et oui, et la raison pour laquelle il y a peut-être un style assez différent, c'est que ces narrateurs ne parlent pas de la même manière. Et lorsque c'est un gardien de la reine, le gardien de la reine ne parle pas de la même manière que Danton ou que le descendant du bourreau Samson. Donc il y a peut-être certaines divergences stylistiques. Dans Évariste, j'ai pu m'amuser beaucoup plus, puisque je tenais absolument à ce que ça soit un narrateur contemporain qui raconte l'histoire d'Évariste, puisque je voulais pouvoir essayer de mêler à cette prose parfois un peu classique un langage très contemporain, et de jouer, de tordre et de retordre la langue, et de m'amuser avec les conventions narratives, les conventions de langage. Avez-vous un mot pour caractériser votre écriture? C'est difficile à dire. Un seul mot, non, je n'ai pas de mot pour caractériser mon écriture. Je ne saurais pas quoi dire. D'autres seraient peut-être plus habilités, pouvaient faire. Si, peut-être. Il y a une certaine grandiloquence parfois, mais dont je sais aussi me départir. J'ai tendance à me laisser aller à l'emphase, ouais. Un peu trop. Voilà. Pouvez-vous allez-vous vous lancer dans l'écriture d'une roman historique plus tard? Moi, il est possible que j'avais commencé après Évariste à écrire une histoire qui était une histoire d'amour plus ou moins avortée qui se passait à Venise et qui se passait à Venise aujourd'hui. J'ai écrit ça pendant 6 mois et puis je l'ai abandonné pour m'atteler au projet sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Mais pas du tout exclu que j'écrive un jour une histoire qui se passe aujourd'hui. Merci. Je vous en prie.